Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Starfield. Je vais vous parler maintenant de Terran Armada avant de vous parler de la 2.0. Donc Terran Armada est un petit DLC à 10 balles qui rajoute une nouvelle faction qui s'appelle l'Armada Terrienne, qui va vous attaquer, qui va créer une nouvelle activité appelée Incursion. La quête principale, un petit peu comme celle de Starfield, c'est plus une quête de tuto où vous allez découvrir les incursions les plus importantes. Vous allez faire un total de 6 incursions dans la quête principale et 3-4 quêtes relativement bien écrites. J'ai trouvé que c'était quand même très intéressant à suivre. Donc l'intrigue est assez courte. Beaucoup de gens la comparent à Automatron. Moi, je suis pas réellement d'accord. Parce que Automatron était fatalement plus court. Parce que même avec un personnage mid-game, j'arrivais à clôturer Automatron en 2-3 heures. Là, il faudra plutôt, sans les incursions, il faudra plutôt 4-5 heures. Et avec les incursions, on est plus proche des 6 heures, voire des 7 heures. Sans parler qu'il y a des quêtes secondaires liées aux colonies. Il y a des quêtes secondaires aussi liées aux postes faction. Et il y a les quêtes secondaires que te donne Delta, le nouveau compagnon de Starfield. Donc un compagnon qui est très intéressant de ce point de vue-là. Donc globalement, pour 10 balles, sans parler qu'en plus de ça, il était offert avec la premium édition que j'avais pris à l'époque pour pouvoir jouer 5 jours à l'avance sur Starfield. Donc globalement, je trouve que c'est assez honnête. Vraiment, c'est assez honnête, c'est un bon DLC. C'est pas un excellent DLC non plus, c'est pas le DLC obligatoire à prendre. Mais je trouve qu'ils ont été très corrects là-dessus. Pas l'impression d'être fait arnaquer sur ce point. Et je comprends toujours pas comment les gens ont réussi à faire le DLC de Shattered Space en 5 heures, vu que c'est à peu près le temps que j'ai pris pour faire la quête principale de Terran Armada. Surtout que y a beaucoup plus de choses à faire sur Shattered Space. Donc, si vous voulez savoir mon avis, j'ai passé 25 heures sur Shattered Space pour un petit rappel. Donc globalement, c'était vraiment agréable, une très belle expérience, un compagnon qui est très intéressant, qui a une morale beaucoup plus douteuse. On est vraiment sur un robot qui est relativement proche de HK-47 de KOTOR, donc vraiment très agréable. Alors pas l'écriture de KOTOR non plus, parce que même si je considère que Starfield a globalement une bonne écriture, c'est pas non plus du grand art comme CD Projekt, Kingdom Come ou pour ne citer que lui, le Grand All 4, qui est un de mes studios préférés. Donc globalement, très bonne expérience. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce DLC à 10 balles, finalement, c'est que la cerise sur le gâteau. Le vrai contenu de cette mage, ce sera surtout notre cher 2.0, la mise à jour Freelane, qui ne vient pas tout seul en fait, parce qu'elle vient avec un autre contenu, mais lui qui est un petit peu payant, qui sont les 7 contrats de Tracker Alliance. Donc globalement, une semaine avant la sortie du DLC, ils ont rajouté 6 contrats pour le Tracker Alliance, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, justement. Donc ça accompagne un petit peu cette mise à jour 2.0 et ce DLC, et globalement, cette 2.0, même si Bethesda ne veut pas utiliser ce terme, je trouve qu'ils sont très humbles, parce que globalement, c'est le plus gros contenu que j'ai vu dans un jeu vidéo en mage gratuite d'un seul coup. Et pourtant, j'y joue aux jeux vidéo. J'y joue pendant un moment, j'ai facilement plus de 1000 jeux à mon actif, mais là je suis vraiment très surpris de la quantité massive de ce qui a été amélioré dans le jeu. Donc on va faire un petit comparatif très simple avec Cyberpunk 2077. Voilà, parce que après tout, le seul studio de jeux solo qui a proposé une 2.0, c'est Cyberpunk 2077. J'avais testé justement la 2.0 pour un petit peu me faire mon avis, et en fait, ça n'a rien à voir. Là où Cyberpunk va faire une refonte totale de son système de compétences en proposant des animations ou des capacités un peu supplémentaires, mais au détriment d'avoir surcasualisé le jeu, ce qui, d'un côté, quand j'ai passé 20 heures sur Cyberpunk, et que j'ai justement bien exploité le jeu, je me suis posé la question de mais pourquoi je mets des points de compétence? Parce que le jeu devient tellement facile, le jeu est tellement devenu facile que finalement je trouve qu'on ne peut pas utiliser son système de points de compétence à sa juste valeur, à part si on monte la difficulté, alors que je trouvais qu'en normal la difficulté du jeu de base allait très bien. Donc ça c'est un petit peu la différence.
Starfield ne va pas influencer son système de points de compétence, justement, il va modifier tout le reste. Donc c'est ça qui est assez intriguant. Et Cyberpunk avait aussi rajouté la mise à jour de la police, qui pour moi était nécessaire, vu comme c'était une catastrophe. Et il y a aussi quelques nouveaux implants, mais dans l'ensemble, Cyberpunk n'a pas changé. Dans l'ensemble, Cyberpunk, mis à part son gameplay radicalement amélioré, même si les animations restent assez proches, même si le jeu en devient tellement facile qu'on ne peut pas l'exploiter à son maximum, Starfield, lui, n'a pas casualisé son jeu. Et c'est ça la grande différence. C'est qu'on ne ressent pas de différence notable avec cette 2.0, c'est pour ça que Bethesda ne dit pas que c'est une 2.0, parce que dans les faits, vu que la 2.0 n'a pas grandement modifié le gameplay de Starfield, on a l'impression qu'elle ne change rien, alors que dans les faits, elle apporte beaucoup de choses. Là, j'ai quoi, 40 heures, un truc comme ça, et globalement, j'ai pas tout découvert. Encore récemment, j'ai encore trouvé du nouveau contenu. C'est assez phénoménal que Bethesda ait apporté autant de contenu. Donc, je vais vous faire la liste maintenant de tout ce que la 2.0 a ajouté à Starfield que j'ai découvert. Donc, il est possible que j'ai raté des choses. Donc, pour commencer, il y a des nouveaux sets d'armure qui ne sont pas liés au DLC, comme le set d'armure Ryujin que je porte à l'heure actuelle. Il y a des nouvelles armes. Là, de nouveau, c'est très compliqué. On ne sait pas si ces armes rajoutées viennent du DLC Terran Armada ou viennent de la 2.0, mais on parle d'une totalité de 11 armes. Donc vraiment 11 nouvelles armes qui ont été rajoutées sur Starfield. Au niveau des armures, il y a vraiment beaucoup de nouveaux vêtements, beaucoup de nouvelles armures. Je pense qu'il y a beaucoup plus de nouvelles armures et de nouvelles tenues sur ce DLC et cette 2.0 que Shattered Space pour comparer. Je pense que n'importe quel DLC Bethesda, peut-être pas Dragonborn, je suis pas sûr, mais ouais, c'est assez insensé d'avoir apporté autant de nouvelles armes, autant de nouvelles armures. Une nouvelle matière, ça une matière très importante parce que c'est littéralement l'histoire de l'intrigue centrée sur Terran Armada, qui est la X-Tech. Alors la X-Tech, c'est une nouvelle matière. Alors normalement, j'en ai dans mon inventaire. La X-Tech. La X-Tech, c'est une matière unique qu'on peut en retrouver en faisant des donjons, des POI, des abordages, et surtout, on en retrouve beaucoup dans les incursions. Le DLC sert surtout à justifier la facilité d'avoir des X-Tech. On peut même en extraire sur certaines planètes. Cette X-Tech vous permettra de tout modifier. Elle vous permettra de rajouter des effets légendaires sur vos équipements, de rajouter un effet unique légendaire qui a été rajouté exprès avec cette 2.0, comme par exemple la probabilité de tuer instantanément des robots, ou le fait d'augmenter radicalement les dégâts d'une arme, mais ça devient une arme au coup par coup. Aussi, la capacité de changer l'état de votre équipement. Donc ça veut dire que si vous avez un équipement que vous lootez au niveau 10, qui est considéré comme statut raffiné, parce que globalement Starfield fonctionne à un système d'échelle d'équipement, ça veut dire que si vous chopez une tenue niveau 15, elle aura factuellement un statut qui représentera le niveau 0 à 20. Globalement, à partir du niveau 40, l'armure devient nulle. Et grâce au système X-Tech, vous pouvez améliorer l'armure. Mais par contre, j'ai constaté que sur mon autre run, je ne pouvais pas améliorer l'armure. C'était grisé. Et en fait, ce n'est pas grisé avec ce personnage. Donc je pense que c'est justement fait en sorte qu'on ne peut pas gruger le système en disant « Ah là là, j'ai 1 million de crédits sur mon level 15, j'ai 40 X-Tech, je vais faire directement un stuff équivalent à un level 100 et je vais rouler sur le jeu. » Non, vous ne pouvez pas. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc, le système de Starfield, ce que je critiquais le plus, qui était donc ce faux système de level qui ressemble à tous les jeux vidéo du marché, alors que Bethesda a justement cette espèce de plaisir que si tu trouves un casque, tu peux porter le casque, peu importe ton niveau. Et là, je suis content que ce système est un peu réparé grâce au système X-Tech. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Le X-Tech aussi vous permet d'améliorer vos vaisseaux. Donc globalement, ça va changer radicalement vos parties. Parce que là où quand vous chopez une arme, vous regardiez ses effets
en me disant ouais ces effets sont sympas mais je vais la vendre parce que je vais tenter de trouver une arme qui a des meilleurs effets, bah là vous allez plutôt vous dire tiens j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de X-Tech et si je rajoutais des effets. Après il y a une gestion d'aléatoire pour certains effets, on peut pas fabriquer la meilleure arme de l'univers en début de partie, mais voilà, en tout cas c'est quand même très intéressant comme concept, parce que ça veut dire que maintenant on peut se faire des armures à 4 effets, des casques à 4 effets, des sacs à dos à 4 effets, donc vraiment on se fait vraiment plaisir sur Starfield. Pour ce qui est du X-Tech aussi, parce que je n'ai pas terminé, vous pouvez donc, comme je l'ai dit, améliorer vos vaisseaux. Donc vos vaisseaux, c'est un petit bonus en fait, qui est lié au moteur, à l'astromoteur, au tir aussi. Vous pouvez augmenter les dégâts de vos tirs, donc vraiment c'est un petit bonus. C'est pas un gros truc lié à la X-Tech, mais au moins c'est plaisant. Ça, c'est tout ce qui concerne la X-Tech. Après, nous avons une nouvelle maison que je n'ai pas pu acheter parce qu'elle est trop chère. Apparemment, ça s'appelle le Château dans les Étoiles. Si j'ai bien compris, c'est une forteresse sur un astéroïde qui coûte 5 millions de crédits. Donc ça aussi, c'est pas pour moi tout de suite. On verra, peut-être que je ferai une vidéo si un jour j'arriverai à la débloquer. Mais en tout cas, ça fait grandement plaisir. En plus de ça, vous pouvez récupérer du nouveau matériel qu'on appelle les équipements de vaisseau, qui normalement c'était des petites pièces assez rares que vous récupérez à la Flotte Écarlate. Maintenant, il y a plein de nouveaux équipements, comme par exemple un micro-réacteur pour avoir plus d'énergie, un espèce de mini-bouclier pour pouvoir renvoyer les tirs de vos adversaires, un module de furtivité, un module qui augmentera votre cargaison. Il me semble qu'il y a aussi un truc avec le scan qui vous permettra de scanner les ennemis plus facilement dans l'espace, peu importe au niveau de la portée. Donc vraiment, c'est très très intéressant ce qu'ils ont fait pour le vaisseau. Après ça, nous avons tout ce qui est lié aux colonies. Nous avons plein de nouveaux bâtiments pour la colonie. Nous avons genre une espèce de maison préfète si vous voulez juste avoir votre petite base, donc vous posez votre maison préfète, il y a déjà des lits, il y a déjà des commodes, vraiment c'est la maison un peu leader price Ikea, mais qui est vraiment très plaisante, parce que ça vous permet globalement de ne pas vous embêter à acheter une maison sur Starfield, vous avez directement ça, et vous passez à la suite, donc je trouve que c'est assez agréable. Un conteneur qui est partagé entre toutes les colonies, ce qui fait que voilà, vous allez enfin pouvoir exploiter les ressources de vos colonies, surtout sur tout comment on pourrait appeler ça, sur tous les systèmes colonisés, donc vraiment c'est assez agréable. Il y a je crois aussi quelques nouveaux robots, il me semble, vu que j'ai pas beaucoup utilisé le système de colonie avant, je pourrais pas confirmer cette affirmation, mais ouais. En tout cas, niveau colonie, c'est très intéressant. Sans parler qu'il y a des quêtes exclusives avec le DLC qui fait que vous allez construire des colonies pour des factions. Donc c'est vraiment assez agréable, dont notamment récupérer un extracteur de X-Tech, comme je l'ai dit avant. Donc vraiment, vous n'avez aucun problème là-dessus. Après cela, nous avons, bien sûr, je ne l'ai pas parlé, mais le système du free lane qui vous permet de vous balader dans l'espace comme vous le souhaitez, qui fait que vous avez des nouveaux événements aléatoires, pas mal de nouveaux événements aléatoires qu'on découvre dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment très agréable pour la peine. Je suis tombé par exemple sur l'event de la grand-mère, un event assez connu sur Reddit, où vous tombez sur une grand-mère qui vous propose à manger, voilà, il y a même un succès là-dessus. Il y en a un autre que j'aimerais tomber, c'est l'event des bandits avec les otages, ça fait partie d'un succès du jeu. Et je suis tombé encore sur des petits events par-ci par-là, vraiment très agréable, on peut vraiment explorer l'espace correctement, ça m'a grandement fait plaisir. Après cela, nous avons aussi... Est-ce que j'aurais pas fait le tour? Voyons voir, le free lane... Alors excusez-moi, parce qu'il y a tellement de choses, avec cette mage, que je dois m'assurer, ça fait déjà 8 minutes que je parle uniquement de la mage, je dois m'assurer que je n'ai rien loupé, parce que même si j'ai pris des notes, bah, il se peut que, en y réfléchissant, voilà, une chose que j'ai oubliée qui est très importante, il y a une nouvelle station spatiale qui a été rajoutée, et cette station spatiale a pas mal de nouvelles quêtes, dont notamment une quête que j'ai fait sur ma chaîne, qui dure 1h30, rien que celle-là, avec des choix et des conséquences, donc vraiment, pas mal de nouvelles quêtes secondaires qui sont relativement offertes.
Alors je crois que là, maintenant, j'ai vraiment fait le tour. Donc globalement, c'est tout ça qui a été amélioré. Les vaisseaux, les colonies, les équipements, les armes. Finalement, Starfield n'a pas changé son système de compétences et sa New Game Plus. Alors ça, de nouveau, c'est un secret de Polichinelle, mais la New Game Plus, on sait qu'elle sera grandement modifiée par le prochain DLC qui a été leak il y a 2 ans, qui s'appelle Starborn, qui est censé améliorer la New Game Plus. Donc peut-être que potentiellement, eh ben, ça va modifier aussi les arbres de compétences. Donc ça, à voir dans le futur. Et je viens de me rappeler celui que je cherchais depuis tout à l'heure, et je peux vous le montrer tout de suite ici. Vous pouvez maintenant améliorer vos pouvoirs en dépensant des essences. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin d'explorer toute la map, faire les 24 temples, passer à l'univers suivant, refaire les 24 pouvoirs. Vous n'êtes plus obligé maintenant, vous pouvez consommer l'essence astrienne pour améliorer vos pouvoirs. Comme par exemple, vous pouvez voir que mon temps déphasé, il est déjà au niveau 8 alors que je suis à mon 2e univers. Donc ça aussi, c'est très bien trouvé comme nouvelle capacité. Et un dernier que je n'ai pas encore pu tester, qui est l'extracteur dimensionnel, qui est un coffre que vous débloquez quand vous finissez le jeu, et qui vous permettra de transporter une partie de votre matériel d'un univers à un autre univers. Et vous pouvez l'agrandir avec de l'essence quantique. Donc de nouveau, le jeu s'améliore grandement, parce que ça donne une plus-value à la New Game Plus, où les gens s'étaient plaints qu'on recommençait sans son équipement. Alors ça, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de jeux vidéo, où on recommence sans son équipement en New Game Plus. Donc voilà, c'est assez agréable qu'ils aient fait ça. Surtout qu'on peut prendre plusieurs choses. Et j'oublie le dernier point aussi, parce que je viens d'y penser maintenant pour vous montrer à quel point elle est vraiment très très lourde comme match. C'est que malgré que j'ai passé 40 heures, il y a des éléments que j'oublie et je m'en excuse. Il y a les 26 figurines de Starfield, qui est tout simplement le système Voltec, où vous récupérez une figurine, vous gagnez une capacité exclusive. Donc par exemple une réduction de rechargement ou une augmentation de dégâts sur des types d'ennemis ou en augmentation de port de charge. Et vous pouvez collectionner ces figurines, et ça fait partie d'ailleurs justement des nouveaux lots de colonies où vous avez littéralement le gros appareil où vous posez vos figurines dessus. Et d'ailleurs, il y a même des nouveaux dialogues exclusifs, étant donné que Sarah Morgan est représentée dans ce lot de colonies. Donc, petit bémol par contre, il est temps de parler maintenant des défauts. À mon sens, je trouve que cette match de Starfield est vraiment très très conséquente, elle apporte beaucoup de choses, mais par contre, eh ben, il n'y a pas de doublage français. Et en fait, pourquoi il n'y a pas de doublage français? Parce que déjà, je vais débunker une chose que pas beaucoup de gens n'acceptent. Bethesda n'est pas un gigantesque studio. J'entends beaucoup de gens dire aujourd'hui, oui, mais Bethesda est un gros studio, tu ne peux pas les comparer à tel. Non, Bethesda n'est pas un gros studio pour la simple et bonne raison que Bethesda n'a pas évolué dans la façon de faire des jeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont faits avec des moteurs précis. La plupart des entreprises veulent éviter de créer leur propre moteur. Bethesda veut garder son moteur qui, à mon sens, son moteur est capable de faire des choses que le Unreal Engine n'est pas capable de faire. Et surtout, il est beaucoup plus optimisé que le Unreal Engine. Parce que tous les jeux sur Unreal Engine que j'ai joués sur mon PC, ils étaient injouables. Ou des grosses chutes de FPS, par exemple Stalker 2 pour ne citer que lui. Donc je comprends que c'est compliqué de trouver du monde pour pouvoir les faire bosser sur le Creation Engine. C'est pour ça qu'ils améliorent grandement le Creation Engine assez souvent. Là on est sur le Creation Engine 2 qui a créé une vraie gestion de véhicules, une vraie gestion de la gravité, pas mal de véritables nouveautés et d'optimisation du moteur. Et on sait qu'il y a un Creation Engine 3 qui est censé proposer encore plein de nouveautés. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, vu que Bethesda, ils ont une façon de faire du jeu vidéo qui est assez spéciale, que ce soit le fait qu'il n'y a pas de mise en scène, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est un peu leur style. Après tout, on ne se plaint pas que dans Elden Ring, par exemple, que les personnages, que le jeu se fait très discret au niveau scénario.
ne se plaint pas de ça dans Elden Ring. Par contre, sur Starfield, on se plaint qu'il y a un grand manque de mise en scène, c'est un peu dommage. Et de l'autre côté, bah, quand je vois un peu la concurrence, je pense par exemple aux développeurs de Stalker, on me dit que Stalker est un petit studio, mais il y a 460 personnes dedans. Et à mes dernières nouvelles, il y a 200 personnes qui ont bossé sur Starfield. Alors je ne sais pas si Bethesda est un gros studio, mais en tout cas je sais que la dernière fois que je me suis renseigné, c'était en 2022, ils étaient 400, ça veut dire que, vu que Stalker ils sont 460, ça veut dire que le studio de Stalker est plus grand que le studio de Bethesda. Et inversement, l'Ariane, on me dit que l'Ariane est un petit studio, alors qu'ils ont 8 studios à travers le monde. Ce qui en fait l'un des plus gros studios européens du marché. Voilà. Globalement, il y a quoi qui est plus gros? Il y a CD Projekt, où ils sont plus de 2000 personnes. Il y a Ubisoft, qui s'est délocalisé au Canada. Donc ouais, je pense que beaucoup de gens sous-estiment, ou plutôt surestiment, à quel point Bethesda n'est pas aussi massif que ce que les gens prétendent. Et forcément, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Alors oui, on peut critiquer Bethesda que comme quoi il faudrait qu'ils engagent du monde, il faudrait qu'ils règlent leurs problèmes, mais je pense que là, de nouveau, ce qui fait un peu chier, c'est certainement qu'ils ne peuvent pas autant s'épanouir qu'ils le veulent, même s'ils jouissent d'une très grande liberté chez Microsoft, comparé à Outer World chez Obsidian, qui lui, ils ont souffert d'un gros problème de budget. On sent vraiment que Bethesda est beaucoup plus libre là-dessus, mais on sent quand même que c'est pas non plus voilà, c'est pas la totale liberté non plus. On sent quand même qu'ils doivent obéir à certaines directives. Mais bon. Revenons-en à cette histoire de doublage. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce que Bethesda, contrairement à Blizzard, ils n'ont pas des studios partout dans le monde. Blizzard, c'est une immense succursale fusionnée avec Activision. Je crois qu'ils sont 20 000, hein, un truc comme ça. C'est l'un des studios les plus gigantesques du marché à l'heure actuelle. Donc pour eux, c'est pas compliqué de trouver des personnes qui parlent français, qui ne vivent pas en France pour faire le doublage. Je pense que Bethesda, c'est beaucoup plus compliqué, surtout avec Microsoft, qui leur donne une indépendance dans le fait qu'ils ne veulent pas leur donner un coup de main. Donc ça, c'est un peu le problème, on va dire. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi que Blizzard a des doublages VF sur Overwatch, mais que Starfield n'en a pas. Et de l'autre côté, bah, on sent aussi que Blizzard, ils sont coincés là-dessus, parce que World of Warcraft, c'est du doublage par IA. Je pense que ouais, ils sont assez limités au niveau des acteurs, des doubleurs, et aussi c'est beaucoup plus facile de trouver un doubleur qui double une dizaine de lignes dans un FPS comme Overwatch que un jeu comme Starfield, qui, même si le DLC a moins de dialogue que les autres DLC de Bethesda, ça reste très très fourni par rapport à Overwatch. Donc je pense que c'est déjà plus compliqué que ça. Et de nouveau, bah, ça vient de, vous le savez très bien, hein, j'imagine, ça vient de la fameuse clause IA de Microsoft, où ils veulent faire entraîner des modèles d'IA à partir de doublage humain, et la France s'y oppose totalement. Et en fait, c'est pour ça que moi, je peux pas réellement blâmer Bethesda là-dessus, parce qu'en fait, c'est pas que je veux pas soutenir le doublage français, mais c'est que les doubleurs français, c'est un peu les seuls qui font ça. D'un côté, on a le doublage japonais qui pose aucun problème, pareil pour le chinois, pareil pour les Américains et les Anglais, de facto. Il me semble aussi que les Espagnols, ils ont aucun problème non plus là-dessus. Alors, l'Allemagne et l'Italie, il faut encore que je me renseigne. Mais voilà, c'est pour dire que la France est quand même un peu tout seul dans cette histoire. Et vu qu'ils sont un peu tout seuls dans cette histoire, ben, je trouve que c'est plus casse-couille pour les joueurs qu'autre chose. Parce que là, c'est pas le fait que les doubleurs français veulent se protéger leur travail, vu que l'intégralité du domaine du doublage n'ont aucun problème à signer cette procédure. Alors, à moins que le gouvernement espagnol, vu que je sais que le gouvernement espagnol est très progressiste et protecteur de ses citoyens, peut-être qu'ils ont obligé Microsoft à faire signer une clause de protection. Ça, c'est peut-être possible, ce que là, le gouvernement français ne fait pas, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on ait limité, au niveau du doublage français, et c'est pas que Bethesda qui est touché, hein. Étant donné que, comme je vous l'ai dit, Blizzard est obligé de faire du doublage IA,
ou d'aller engager des Québécois. Donc voilà. Mais le doublage français, en l'occurrence, c'est déjà un problème dans le marché depuis un moment, parce que Stalker 2 n'a pas eu de doublage français, alors que les 3 premiers Stalker ont eu du doublage français. Il y a, ce petit jeu là, ce petit jeu que je dois aussi faire tester sur ma chaîne qui s'appelle Disciple Domination. J'attends qu'il soit en promo pour y jouer. Lui, il a du doublage français, pourtant c'est un petit studio, donc le doublage français est quand même faisable. Mais je sais qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui veulent faire un effort au niveau du doublage. Comme on peut le voir par exemple, un Baldur's Gate 3 n'a pas de doublage français non plus. Pareil pour All Cat. Alors autant All Cat ça peut s'expliquer parce qu'à l'époque de Rogue Trader, eh ben, il roulait pas non plus sur l'or. Par contre, de la part de l'Ariane qui a 7 à 8 studios dans le monde et qui vendent leurs jeux plus que certains AAA d'aujourd'hui, on parle de 15 millions d'exemplaires sur la première année pour Baldur's Gate 3. Si vous voulez une comparaison, c'est autant que le plus grand Assassin's Creed du marché. Voilà, enfin sauf Valhalla, Valhalla c'est une exception. Donc de nouveau, je pense pas que c'est une question d'argent, je pense plus que c'est une question d'envie et c'est une question d'économie maximum de budget pour ces entreprises. Bethesda, ils avaient vraiment eu un grand effort de localisation avec Starfield. On espère sincèrement que cette affaire sera réglée, parce que sinon on va se taper un Elder Scrolls 6 en anglais, et je crois que si c'est le cas, je vais voir s'il n'y a pas d'autres langues, parce que j'ai vraiment pas envie de me taper Elder Scrolls 6 en anglais, quitte à me le taper en japonais. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas plus à dire sur cette mise à jour. En tout cas, très qualitatif de la part de Bethesda. Dommage pour le doublage français. Et on a hâte de Starborn l'année prochaine pour l'amélioration de la New Game Plus et peut-être potentiellement l'amélioration des systèmes de compétences, parce que pour moi c'est les deux seuls derniers points à véritablement corriger pour Starfield. Et pour moi on est sur l'un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma bibliothèque facilement. Mais en tout cas, c'est un pur plaisir de jouer à Starfield. J'ai pas vu les 40 heures passer, je vais pas vous mentir. Et je vais certainement repasser des centaines et des centaines d'heures sur ce jeu qui m'avait déjà beaucoup marqué en 2023. C'était mon coup de cœur de 2023, ça se battait très fortement avec Rogue Trader. Et là, bah, j'ai hâte de voir un peu ce que le jeu me propose en plus, quoi. Voilà, mais en tout cas, il y a vraiment pas mal de contenu et je suis vraiment resté impressionné. Moi, je pensais que le DLC, quand j'ai entendu dire que le DLC durait que 5 quêtes, je pensais que ça allait être 5 quêtes, que ça allait être plié, que les nouveautés c'était juste du voyage spatial, mais non, ils ont vraiment fait un très grand effort et je vous remercie Bethesda pour ce travail. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, à plus tout le monde.